Bonjour à tous les amis, bienvenue sur CryptoForce, cette actualité crypto numéro 38. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons parler de tous les projets crypto, notamment VeChain, VV, Ecomi, Ultra avec le US et enfin XRP avec l'entreprise Ripple derrière. Donc vous allez voir, il y a pas mal de choses à dire, sauf pour le projet Ultra, là, généralement c'est très court, mais ça va être quand même significatif pour le projet, donc c'est pour ça que je vous en parle. Et en fin de vidéo, on parlera comme d'habitude des actualités crypto plus générales et également économiques. Vous allez voir qu'il y a des annonces faites au niveau des BRICS plutôt intéressante pour l'évolution de la géopolitique mondiale. Bon, voilà les amis, donc c'est parti, si vous êtes prêts, eh bien, je vous invite à vous poser tranquillement chez vous, dans n'importe où que vous soyez, et puis c'est parti, mais avant ça, je vous invite à voir mon trailer. Parti avec le VeChain, les amis, en premier lieu. Donc regardez, là j'ai un tweet qui a été reposté par la fondation VeChain et donc validé en tant que tel, qui parle, en fait, qui fait référence à Rare Evo, un événement multi-chaîne, c'est-à-dire que du 24 au 26 août, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, il y a un événement qui a lieu donc à Denver, aux États-Unis, sur justement tout ce qui est l'aspect du Web 3.0. Et donc devinez qui est invité bien sûr à cet événement. Eh bien, vous avez la fondation VeChain et regardez en tant qu'exhibitor. Bon. Et en dessous, j'ai également un tweet directement cette fois de la fondation VeChain qui se dit super excité de faire partie de cet événement-là et d'être en partenariat avec ce sommet en quelque part sur le Web 3.0. Et donc, ils disent simplement que là, à travers ce show, eh bien, et à travers leur CTO Antonio Senator, ils parleront du Web 3.0 et ils font également la publicité sur le VeChain, également le VORJ avec des stands qui présenteront le VORJ donc aux développeurs et aux personnes un peu initiées au Web 3.0 ou non initiées, on imagine, pour les initier justement. Donc on voit que la fondation VeChain continue son ascension où, eh bien, sur le monde occidental, comme je vous le disais dans quelques vidéos précédentes, sur les actualités précédentes, c'est que la fondation VeChain n'est pas qu'en Chine, n'est pas que dans le monde asiatique, mais désormais se trouve de plus en plus dans le monde occidental. Bon, première information, les amis. Ensuite, je continue avec donc la fondation VeChain, qui cette fois, quand je vous disais qu'ils intensifient leur feuille de route, leur collaboration avec les autorités occidentales ou même les entreprises occidentales, et bien là, vous avez un tweet de la fondation VeChain directement qui dit qu'ils sont fiers bien, de faire partie avec leur communauté d'ambassadeurs dans l'effort en fait de justement faire la publicité pour l'écosystème du VeChain, ses outils et également ses capacités pour améliorer en fait la blockchain et le monde du Web 3.0 et le futur de la blockchain. Et donc là, cet partenariat également en tant que principal sponsor, ça également faut noter, eh bien, ce sera un partenariat entre la Fondation VeChain et Roma NFT Week qui se déroulera du 14 septembre au 17 septembre et qui fera la promotion quelque part de l'art de l'innovation et du Web 3.0 là également. Donc plutôt intéressant, on voit qu'il y a vraiment une ramification même en Italie surtout. Bon, donc ça c'était les événements un petit peu marketing, on va dire communication, image de marque de la Fondation VeChain et derrière de l'écosystème VeChain. Maintenant on va passer à des choses un petit peu plus sérieuse, même beaucoup plus sérieuse, avec notamment, souvenez-vous, je vous ai parlé la semaine dernière du partenariat entre la Fondation VeChain et EasyA. Vous voyez, EasyA juste là, qui est spécialisé dans le développement, le codage, etc., la mise en place, la mise à disposition de développeurs. Et là, regardez, dans le cadre de ce partenariat, eh bien, la Fondation VeChain a dégoté sur le challenge, c'est un challenge de 60 jours, au début initialement, voilà, 60 Days of VeChain. Et donc, regardez dans ce cadre-là, vous avez déjà 1835 constructeurs, développeurs qui ont complété deux challenges sur je ne sais pas combien, je sais pas combien il y en a, mais en tout cas, il y a deux challenges qui sont complétés par 1835 personnes, donc développeurs derrière. Et derrière, donc comme le dit Sarah Naba de la fondation VeChain en tant que telle, eh bien, elle dit c'est une des voies
qui permet de contribuer à la construction d'un monde décentralisé, un Internet décentralisé sur le VeChain. Très intéressant. Donc on voit bien qu'il y a un certain succès notamment et que les développeurs sont en train de construire actuellement grâce avec le goulot d'étranglement que représente ce EasyA, justement de permettre l'évolution et l'accès à plusieurs dApps, notamment qui vont créer sur la fondation, enfin sur le VeChain plus précisément. Donc plutôt intéressant là aussi également sur le plan technique de développement. Ensuite, dernière petite information, pas des moindres quand même, c'est que vous avez un partenariat désormais officialisé entre Now Payments et également la fondation VeChain, c'est-à-dire que Now Payment, je rappelle que c'est une société donc spécialisée dans tout ce qui était les paiements justement. Vous voyez, donc là c'est une porte de paiement quelque part pour le Bitcoin et également plus de 160 autres crypto-monnaies. Et donc là, ils intègrent maintenant le VeChain également dans leur possibilité de paiement en crypto-monnaie. Donc plutôt intéressant pour l'évolution de l'adoption de masse du VeChain par la suite. Si on peut payer en VeChain dans la vie de tous les jours, là aussi, le VeChain prend tout son intérêt également. Bon, voilà les amis, ce sera tout pour le VeChain aujourd'hui. Il n'y a pas plus d'informations majeures à vous présenter. Donc je vous invite à voir la vidéo également si vous voulez en savoir plus sur le projet, si vous ne connaissez pas trop le projet. En tout cas, ça présente les bases. Ensuite, je précise également que je ne suis pas un conseiller financier ni en investissement, bien évidemment, et que tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est à titre informatif uniquement, les amis, je le rappelle. Allez, c'est parti, je passe au prochain projet qui est donc VV Digital Collectibles et Ecomi. Donc, comme d'habitude, je vais pointer tous les drops de la semaine là, qui vont passer sur l'application VV, et notamment premier drop donc, qui sera prévu pour le 25 août à 8h précise du matin, donc ça c'est heure américaine, je rappelle, donc il faut faire la conversion, d'un drop de Star Wars, avec notamment des collections au niveau des véhicules de Star Wars, et comme vous pouvez le voir ici, vous avez, alors je sais plus comment ça s'appelle, un speeder bike, ça s'appelle un speeder bike, utilisé par les Stormtroopers, souvenez-vous, dans les films de Star Wars, notamment dans la deuxième trilogie. Donc, c'est plutôt intéressant, on voit que la qualité a l'air d'être au rendez-vous, mais en tout cas, on voit que là, VV Digital Collectibles continue de faire des drops vraiment assez balèzes dans leur feuille de route et dans leur partenariat avec leur licence. Dans la même veine, là également, on a prévu, donc là, on a eu un drop prévu donc 23 août de Tarzan, vous voyez ici, mais en tant que comics, cette fois en tant que bande dessinée, plutôt intéressant avec les différentes illustrations qui vont de communes à secrètes rares, bien évidemment. Je continue au niveau des drops, il y a également un drop prévu, alors là c'était au 22 août, donc c'était il y a 2 jours, déjà passé, et donc là vous avez un autre Hulk, et cette fois vous savez c'est le Hulk qu'on retrouve avec dans Thor 3, je crois. Enfin, je sais plus trop vraiment exactement, mais en tout cas, on voit que c'est Hulk en mode de gladiateur et en mode animé également, en mode animation. Plutôt intéressant. Vous voyez la qualité quand même du personnage, c'est pas rien. Je continue au niveau des drops et les amis, et pas des moindres également, c'est la sortie donc du Roi Lion. Voilà, voilà. Avec la musique, mais je vais l'enlever. Et même, vous voyez, il y a même le son. Donc les rugissements, mais là je ne l'ai pas mis parce que un petit peu voilà. Mais on peut voir quand même que VV sort de plus en plus de petites pépites pour les collectibles 3D quand même. Ça se voit. Et en plus également là aussi en animé. Donc on voit qu'il y a de plus en plus de collectibles 3D qui sont en mode animation, ce qui n'était pas le cas au tout début, souvenez-vous, de la sortie en 2021 de l'application VV. Donc il y a même une augmentation, une évolution technologique là-dessus. Bon, donc je continue les amis, cette fois je passe aux informations, vous savez, un peu macroéconomiques, surtout, vous allez voir de gestion de projet, là il y a des choses très intéressantes vraiment à dire. Donc première chose, c'est que ça y est, le système de payout est disponible pour tous les utilisateurs, à condition qu'ils aient fait, vous savez, le KYC, c'est-à-dire le formulaire de Know Your Customer, c'est-à-dire d'enregistrement officiel de son identité sur la plateforme, bien évidemment. Et si vous l'avez fait, eh bien, quel que soit le territoire où vous êtes, eh bien, normalement, vous serez dans la possibilité
de faire des payouts, c'est-à-dire de retirer vos fonds, vos gemmes, de les convertir sur votre compte bancaire en euros. Donc c'est très positif tout ça. Je rappelle néanmoins que la politique de ces payouts sont vraiment très chers parce que VV prend 10% quand même au passage et en plus votre banque prendra également des frais au passage. Donc regardez bien, je vous invite vraiment à lire l'article avant de faire des payouts parce que vous risquez d'être surpris par les frais de transaction pour le coup assez élevés. Du moins, c'est mon avis personnel. Après, je peux me tromper, bien évidemment. Peut-être que c'est pas cher. Voilà. Bon, première information, on va dire macroéconomique, gestion de projet de VV. Et enfin, très intéressant, peut-être même information la plus importante ici, pour le coup, qui n'a rien à voir avec VV directement, c'est plutôt indirectement. Donc, il faut savoir que la semaine dernière, il y a eu une annonce assez retentissante dans le milieu des NFT, c'est que la plateforme Recur a annoncé faire faillite. Je vous rappelle que Recur, peut-être que vous l'avez pas forcément entendu parler, mais c'était en fait le concurrent direct de VV sur justement les collectibles 3D en NFT avec des licences quand même. Je note, hein, ils avaient Matrix. Ils avaient Game of Thrones, ils avaient les Looney Tunes, collection, enfin ils avaient pas mal de choses en réserve, qui ne sont pas disponibles d'ailleurs sur VV pour le moment, hein. Mais donc là, cette entreprise, donc Recur, a annoncé shutdown, c'est-à-dire fermer définitivement sa plateforme de NFT à partir du 16 novembre 2023. Et donc là, dans ce tweet de Sergio, je trouvais très intéressant parce que cette personne-là fait justement le récapitulatif de pourquoi et comment cette plateforme Recur a coulé à l'inverse de la plateforme VV qui est en train, elle, de grossir. Et donc là, je fais la référence aussi à quoi? Je fais la référence au fait que d'où l'important dans chaque projet de toujours faire attention et de toujours regarder d'abord les compétences de l'équipe dans le projet. Et là, on a l'exemple, vraiment, on a le parfait exemple de la différence. Alors, je ne vais pas dire de différentes compétences, parce que ça fait un peu mal pour Recur, je ne suis pas là pour critiquer Recur, mais on voit qu'il y a sur le papier, VV et Recur avaient finalement les mêmes objectifs, hein, sur le papier, et finalement, dans la mise en place, eh bien, on se rend compte que Recur n'a pas tenu le choc et que VV, elle, au contraire, est en train de se développer et même d'accroître son chiffre d'affaires tous les mois avec ses drops. Et donc, ce qui est très intéressant que je voulais vous partager comme information avec ce tweet de Sergio, c'est que effectivement sur Recur, le problème, un des problèmes majeurs qu'il y avait sur cette plateforme, c'est que les drops étaient trop espacés, c'est-à-dire qu'ils n'avaient peut-être pas assez de licences. Ils n'avaient peut-être pas assez d'artistes ou de moyens de mettre en place des figurines 3D. Et donc, leur drop était espacé de plusieurs semaines, voire même de mois. Et donc, forcément, si vous n'avez pas de vie, si vous voulez, sur la plateforme, ben forcément, elle se meurt. Et ce qui s'est passé pour Recur, ça a été un des problèmes. Ensuite, il faut également savoir que tout l'aspect des collectibles digitaux, il n'y avait pas d'utilité. C'est-à-dire que sur VV, effectivement, vous avez un réseau social intégré, s'appelle VV Feed. Vous pouvez partager vos captures d'écran de vos collectibles 3D qui sont en réalité augmentée. Donc, vous pouvez les mettre dans la rue, etc. Vous pouvez faire vivre les choses. Et ça permet également sur les réseaux sociaux de partager justement des images rigolotes, comme on peut le voir régulièrement, et de faire communiquer même tous vos collectibles 3D les uns à côté des autres. Bon. Et donc, à travers ça, il n'y avait pas cet aspect-là dans Recur. Et enfin, dernier point, il n'y avait pas aussi l'aspect de showroom, c'est-à-dire l'aspect où vous avez votre place forte, entre guillemets, sur votre compte VV en réalité augmentée, et vous pouvez stocker, comme je vous l'ai dit, tous vos collectibles 3D, de façon à ce qu'un visiteur pourra aussi peut également regarder toutes vos figurines en temps réel et exactement de la façon dont vous avez placé. Donc il y avait même un aspect de musée et de showroom, ce qu'il n'y avait pas également sur Recur. Donc on voit que là, il y a vraiment une différence très forte de stratégie entre les deux équipes, et donc une a coulé et l'autre n'a pas survécu en fait au bear market, hein, c'est ça que c'est passé, et l'autre est en train, malgré le bear market, de tout exploser sur son passage, et c'est pas fini justement avec l'arrivée du VVverse. Donc pour ça les amis, c'est très intéressant de voir ça, je voulais vraiment vous partager cette chose, parce que ça prouve également qu'on est aussi sur la bonne voie, hein, du fait de suivre VV. On voit que par rapport aux concurrents, c'est eux qui sont effectivement les plus avancés. Alors après, il faut toujours rester vigilant, parce
que ce genre d'événement-là, cette faillite de Recurve, ça rappelle également qu'aucun projet, même s'il est très bon sur le papier, est infaillible. Voilà. Donc, c'est aussi l'importance ça rappelle, d'où l'importance de diversifier ses placements, toujours. Alors, je rappelle que je ne suis pas un conseiller financier, voilà, je le rappelle, mais on voit vraiment à travers ces événements-là, d'où l'importance de la diversification de son panier, parce que si ça coule, au moins on a d'autres projets qui prennent le relais peut-être au niveau des investissements. Bon, donc c'est très intéressant cet aspect-là, je vais vous le partager. Et puis sinon, écoutez, j'ai pas d'autres informations sur le sujet. Je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite pour présenter VV, Ecomi, le tokenomics, enfin tout. Et puis sinon, je vous invite à voir la suite, c'est-à-dire le prochain projet, donc Ultra. Donc là, j'ai qu'une seule information à vous faire passer, c'est juste pour vous tenir au courant rapidement de l'évolution du projet et notamment c'était le Ultra Wallet, c'est l'extension du Ultra Wallet qui a eu une mise à jour, donc pas des moindres, puisqu'elle permet vous pouvez désormais signer plusieurs transactions de façon multiple. Vous pouvez reconnecter automatiquement à vos dApps préférés, etc. Voilà, vous avez tout un système. Ensuite, vous avez également les développeurs qui peuvent maintenant, ça c'est très intéressant, spécifier des codes de parrainage. Voilà, donc les développeurs ont de plus en plus de possibilités, même niveau marketing, grâce aux wallets Ultra, aux extensions qui sont en train d'arriver, et tout ça. Donc, ça a l'air de rien comme ça, mais vous voyez dans le cadre où on a eu la piqûre de rappel, entre guillemets, des dangers que peuvent représenter la centralisation de ce genre de projet autour d'une entreprise, et donc avec tous les dangers économiques qui vont derrière, et bien de voir que l'entreprise Ultra arrive à mettre en place vraiment ces jalons au fur et à mesure, c'est plutôt sympa à voir. Après, c'est vrai que j'ai pas mis la main sur les résultats du projet Ultra, c'est vrai qu'il faudrait que j'essaye de mettre vraiment la main dessus pour voir qu'est-ce qu'il en est au niveau de leur santé financière. C'est vraiment le seul projet où j'ai pas mis la main dessus encore, donc je vais essayer de trouver tout ça pour la prochaine fois. Bon, donc effectivement, là, j'ai pas plus de nouvelles, vraiment, c'est pour faire le point là-dessus rapidement. Et sinon, je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite sur Ultra pour présenter le projet si vous voulez en savoir plus là-dessus. Bon, et enfin, on passe maintenant à XRP et Ripple. Là, vous allez voir, j'ai pas mal d'informations à vous transmettre, plutôt sympa. La première information, c'est que vous avez donc l'entreprise Ripple qui a reposté un tweet et donc validé un tweet qui est de 2023, vous voyez, Palao Blockchain Summit, c'est-à-dire le sommet de 2023 sur la blockchain aux îles Palao là. Et donc, le tweet qui est indiqué là, c'est que nous avons l'honneur d'avoir donc le vice-président de tout ce qui est service des CBDC et des banques centrales de Ripple, James Wallis, qui est un des orateurs de ce sommet des îles de Palao. Je sais pas comment on dit en français, bon bref, Palao. Et donc il parlera des CBDC, des monnaies de banque centrale, et également des stablecoins, que je rappelle que le partenariat entre XRP, enfin Ripple plutôt, et les îles de Palao, c'est justement à propos de la construction d'un stablecoin pour justement le gouvernement des îles du Palao. Bon, plutôt intéressant à voir, on voit que ce projet-là est en train de se concrétiser notamment. Ensuite, deuxième information pour le XRP, les amis, très intéressant. Donc là, cette fois, une information directement transmise par l'entreprise Ripple qui dit que la blockchain et les paiements en crypto-monnaie sont en train de transformer la façon dont l'argent bouge. Et effectivement, ils disent que là, ils ont mis en place un sondage récent et ils indiquent que sur près de 300 leaders de paiement à travers le monde et à travers 45 pays, pour être précis, ils déclarent que, à travers ce sondage, que les crypto-monnaies permettaient des réductions sur les coûts au niveau des transferts de 6%. Et là, ils ont pris des coûts globaux en moyenne d'un transfert de 200$. Et donc, ils disent qu'ils vont encore plus loin que la majorité, donc c'est-à-dire 51% des sondés, considéraient que le principal bénéfice des crypto-monnaies au niveau des paiements transfrontaliers, financiers mondiaux, c'était la possibilité de limiter justement les coûts sur ces transactions-là, les frais de transaction, simplement. Donc on voit vraiment que
les crypto-monnaies et la blockchain, c'est pas quelque chose qui va disparaître. Que justement, il y a un intérêt majeur que tout le monde recherche, c'est diminuer les frais de transaction. Voilà, donc ça c'est très positif. Et donc, bien sûr, bien évidemment, je vais vous montrer des tweets par la suite du XRP. Notamment, là, j'ai un tweet de xrpnews.crypto. Et là, on comprend mieux pourquoi le XRP est aussi, je dirais, vraiment adulé, hein, presque, dans le monde des paiements transfrontaliers, même au niveau institutionnel. Parce que regardez, là, j'ai plusieurs crypto-monnaies listées à travers une vidéo qui est vraiment très bien faite. C'est les transactions par seconde au niveau du Dash, du Bitcoin, de l'Ethereum, du BCH et même du Litecoin. Donc, vous savez, les premières crypto-monnaies à voir le jour, hein, quasiment, et qui sont déjà reléguées au Moyen-Âge, hein, au final, par rapport au XRP, qui lui est estimé à plus de 1500 transactions par seconde. Une véritable bande passante, le truc. Donc, c'est vrai que là, cette image, dans cette vidéo, elle est très parlante, justement, de l'intérêt de l'adoption du XRP. Et donc, je vais aller encore plus loin, hein, cette fois. Alors, vous savez, je parle généralement jamais des prix, parce que, vous savez, je n'ai pas la science infuse sur les prix, je ne connais pas l'avenir, je n'ai pas de boule de cristal. Donc, je parle vraiment très rarement des prix des crypto-monnaies, hein, vous l'avez vu. Sauf là, je fais une petite entorse à la règle pour le XRP, parce que je trouvais vraiment ce tweet-là vraiment très sympa de Jack the Rippler, comme vous pouvez voir ici au niveau source. Et il dit qu'effectivement, le réseau Swift, lui, comptabilise au total des transferts de 5 trillions de dollars chaque jour. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est faramineux. Il dit, hein, c'est lui qui le dit, il y a seulement 50 milliards de XRP existants. Ok? Et il dit, si seulement 10% des transactions du réseau Swift sont effectuées, seraient conditionnelles, effectuées avec le XRP, et il dit cela catapulterait le XRP au-dessus des 1000 dollars. Alors après, c'est vrai que ça reste à voir, mais comme c'est mathématique, j'ai bien apprécié le geste, on va dire. C'est vrai que mathématiquement, bon, ok peut-être, c'est vrai peut-être. Mais après, il faut rester vraiment vigilant, hein, sur ce genre de choses. Mais c'est vrai que là, qu'on entend que le XRP a de plus en plus d'attrait, d'intérêt au niveau mondial, au niveau des institutions, des banques centrales, etc., eh bien, on se dit pourquoi pas qu'il arrive un jour. En plus, c'est l'objectif même enfin, c'est l'essence même de la création du XRP, c'était justement de remplacer le réseau Swift bancaire, qui est déjà relégué au Moyen-Âge, vous l'avez compris. Donc, le XRP, en plus, quand on voit, hein, la vitesse de transaction, est sur le plan technique déjà capable de le faire. Et en plus, sur le plan technique également, les frais de transaction de XRP sont extrêmement faibles par rapport au réseau Swift, hein. Vous le savez, vous l'avez déjà dit, vous le savez même de base. Donc, on voit que là, c'est un pari également qui peut être fait, hein, sur l'avenir au niveau du XRP, mais il faut toujours être, les amis, très vigilants sur ce genre de choses. Pourquoi? Parce que là, je vais vous montrer un article, bien sûr, de Quants.fr. La SEC, donc le régulateur américain aux États-Unis, devrait pouvoir faire appel de la décision sur XRP. Donc vous savez que le premier round a été remporté par Ripple, où la juge analysatrice a effectivement déclaré que le XRP n'était pas un titre financier, et donc ne tombait pas sous la juridiction de la SEC. Donc c'était une victoire pour Ripple, sauf que là, la juge analysatrice a également autorisé la SEC à faire appel. Donc ils vont faire appel, ça paraît évident. Donc ça va ça va remettre tous les compteurs à zéro. Mais on avait déjà parlé, hein, c'est pas du tout étonnant. Et ça va remettre en cours 2 ans peut-être de procès pour Ripple, avec en plus à la clé, peut-être que Ripple va perdre le procès, et que le XRP sera considéré comme une security, un titre financier aux États-Unis. Donc là, les dés sont vraiment en l'air, clairement, mais comme vous l'avez compris, enfin, je vous le redis, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le redis pour la forme, même si ça part en cacahuète aux États-Unis pour le XRP, c'est pas grave, car tout le reste du monde qui s'intéresse de plus en plus au XRP, vous l'avez vu notamment avec les îles du Palau, là. Après, je ne sais plus comment ça se dit en français, hein, mais je gardais le terme en anglais du coup. Mais vous l'avez compris, l'intérêt croissant quand même pour le XRP parce qu'il est beaucoup trop utile sur ses compétences techniques au niveau de la construction des monnaies numériques de banque centrale et également des stablecoins. Bon,
Après, le danger de tous ces projets, bien évidemment, que ce soit le VeChain, VV, euh, le XRP et Ultra, c'est que derrière, il y a une entreprise et donc ils sont centralisés par nature. Et je vous l'ai toujours dit que c'était le danger principal. Donc, toujours être vigilant quand même, les amis, au cas où, avec la géopolitique mondiale, on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Donc, pour ça qu'il faut diversifier, hein, bien évidemment, toujours ses placements et pas forcément que dans les crypto-monnaies, hein, également dans le reste, l'or, l'argent, des choses quand même, voilà, qui ne sont pas moins sujettes peut-être aux problèmes liés à la centralisation. Vous connaissez un petit peu la philosophie de la chaîne aussi. Bon, donc c'est tout pour Ripple et XRP aujourd'hui, les amis. Je vous présente ici la vidéo hein, pour vous présenter le projet, pour ceux qui veulent peut-être se refaire le condensé des bases du XRP. Et puis sinon, je vous propose de passer à la suite, c'est-à-dire aux actualités crypto plus générales. Hop, donc effectivement, deuxième petit article pour la route. Alors attendez, non, c'est pas ça. Toc, voilà. Donc également un article de journalducoin.com, donc la SEC gagne une nouvelle bataille à 1 million de dollars. Donc c'est pour ça que, quand je dis qu'il faut être quand même vigilant, c'est qu'aux États-Unis, effectivement, les régulateurs américains gagnent quand même des batailles contre l'industrie crypto, hein. Là, vous voyez, c'est un article du 23 août 2023, et là, c'est notamment contre une entreprise peut-être peu connue dans l'industrie crypto, c'est Titan. Et effectivement, Titan a une grande liste d'accusations à son encontre de la part de la SEC, et notamment des publicités mensongères, vous voyez, ce genre de choses. Et donc, ils ont été condamnés à payer 1 million de dollars, justement dans ce cadre-là. Bon, donc on voit que c'est pas terminé, hein, les effusions de sang, les échanges de balles qui sifflent sur le champ de bataille, clairement entre l'industrie crypto et les régulateurs américains. Donc là, il faut être vigilant quand même là-dessus. Ensuite, troisième petit article, hop, là cette fois de cryptost.fr, une adresse, là ça devient intéressant, accumule 3 milliards de dollars de bitcoin qui se cache derrière. Donc là, il faut savoir qu'effectivement, au cours des 3 derniers mois, vraiment en 3 mois en plus, une adresse inconnue a accumulé plus de 3 milliards de dollars de bitcoin. Donc là, c'est quand même assez, c'est pas rien, hein, 3 milliards. Donc, ça en fait tout simplement, cette adresse-là est devenue la troisième adresse au monde à détenir le plus de Bitcoin. Forcément, avec 3 milliards, il y a peu de concurrents. Et donc, selon l'article de Cryptos, les journalistes de Cryptos ont mené leur enquête, et derrière, ce serait Robinhood. Et notamment à travers la plateforme Arkham de trading d'échange crypto, eh bien, ils auraient une adresse là-dessus qui détiendrait 3 milliards de dollars de Bitcoin. Et donc là, ça devient intéressant dans quel sens? Ça devient intéressant dans le fait qu'en 2023, vous l'avez vu, on a eu BlackRock, tous les institutionnels qui sont jetés quelque part sur le Bitcoin. BlackRock s'est jeté sur les ETF Bitcoin Spot, du moins a fait sa demande aux régulateurs américains sans pour l'instant avoir de succès pour l'instant. On verra à l'avenir. Mais derrière, on voit Robinhood, eux, ils achètent carrément 3 milliards des bitcoins. Alors après, peut-être que c'est juste des remaniements de portefeuille qu'ils avaient déjà et qu'ils l'ont mis sur un seul portefeuille. C'est également une possibilité, mais l'intérêt, il n'y a que eux qui le savent. Mais en tout cas, ça révèle qu'il se passe quelque chose là au niveau de la géopolitique financière mondiale. Parce que les gens, les institutionnels surtout, se jettent vraiment sur les crypto-monnaies, on le voit bien, surtout sur le Bitcoin. Et pourquoi c'est encore plus étonnant, vous allez voir, là j'ai un autre article de cointribune.com, et là cette fois c'est crypto. Raoul Pal, donc un investisseur très connu, prédit la hausse du S&P 500. Donc Raoul Pal, ancien cadre et expert macro chez Goldman Sachs. Donc c'est pas rien, un ancien banquier du coup, un ancien analyste. Et lui, en fait, il déclare qu'il y aura une hausse du S&P 500, c'est-à-dire des actions boursières. Et ça va un peu à l'encontre, bizarrement, de ce que déclarait Robert Kiyosaki, souvenez-vous, je vous le dis la semaine dernière, sur le possible crash total, cataclysmique, qui allait nous tomber dessus éventuellement. Lui disait acheter de l'or, de l'argent. L'or pourra passer les 1 million de dollars, l'argent 75 000 dollars le kilo, en cas de chute cataclysmique des marchés financiers. Et donc du S&P 500, parce que dans les marchés financiers, vous avez le S&P 500. De son côté, vous avez également Michael Burry, célèbre investisseur, qui lui a shorté carrément le marché pour 1,6 milliard de dollars.
Donc avec à l'intérieur, hein, bah, forcément le S&P 500. Et là, au contraire, vous avez Raoul Pal qui lui prédit la hausse du S&P 500, mais il prédit également la hausse des crypto-monnaies. Donc, un peu contradictoire, hein, tous ces événements-là. C'est pour ça que c'est intéressant de voir également, que je voulais vous le mettre, pour également qu'il y ait les avis opposés, qu'il n'y ait pas qu'un un seul son de cloche. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que il déclare que c'est là où vraiment je fais le lien avec le précédent article, où je parlais des institutionnels, notamment de Robinhood, qui a acheté 3 milliards de bitcoins sur une adresse, du moins qui a migré tous ces bitcoins peut-être sur une seule adresse. C'est que il déclare dans cet article-là, Raoul Pal, que pour lui, tout le long de 2023, l'euphorie sur les marchés du S&P 500, soit la baisse, soit la hausse, hein, ont été faits par des investisseurs privés et pas des institutionnels. C'est-à-dire que tous les institutionnels, banques, entreprises, etc., sont restés plutôt éloignés des mouvements actuels, hein, que l'on voit sur le S&P 500, et que c'est que vraiment les investisseurs privés, même des gros, hein, qui ont fait fluctuer les marchés. Ça, je trouve ça intéressant parce que font les institutionnels? Eux, bah, eux, ils se jettent sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies. Et là, on voit qu'il se passe quelque chose. Parce que si les institutionnels se détachent du S&P 500 des marchés boursiers généraux, enfin, peut-être, je vais un peu fort là, mais ça, c'est un peu ce que dit Raoul Pal à travers son article. Et qu'ils se jettent, on le voit très clairement de l'autre côté sur les crypto-monnaies, c'est-à-dire qu'ils savent quand même des choses, hein. Ils savent que peut-être qu'il va se passer quelque chose dans les mois, les années à venir. Et là, ce serait plutôt cohérent, vous voyez, par rapport aux propos de Robert Kiyosaki et du shortage intégral du marché total de la part de Michael Burry. Vous voyez? Bon, en tout cas, c'est à voir, mais après, peut-être que c'est Raoul Pal qui a raison, qui dit qu'il n'y aura pas de crash financier majeur dans les mois à venir, dans les années à venir, et qu'on va avoir une reprise à la hausse du S&P 500, comme d'habitude. Voilà. Je voulais vous le mettre aussi, ça peut être aussi une bonne nouvelle, hein, clairement. Voilà. Et enfin, donc là, j'ai passé sur un dernier petit article, hop, voilà, de latribune.fr, où c'est là où je me dis, bon, faut quand même rester vigilant sur cet aspect de cataclysme sur les marchés financiers, justement parce que la Chine, ben, je vous rappelle, j'ai fait une vidéo justement sur la crise de l'immobilier chinois, où justement, en conclusion, je dis est-ce qu'on va avoir vraiment des répercussions à échelle mondiale si le secteur immobilier chinois s'effondre. Je vous invite à voir la vidéo, alors elle est un peu longue effectivement, mais ça donne le ton, hein. Je vous le dis clairement, ça donne le ton. Et là, vous voyez, cet article, qui date d'aujourd'hui, hein, en plus, hein, du 24 août 2023, eh bien, confirme cette tendance-là, que le secteur immobilier chinois est en train de s'effondrer, et notamment avec la dégradation de la note de la filiale de gestion immobilière de Country Garden, qui est je vous rappelle, hein, le numéro 1, enfin, le promoteur immobilier numéro 1 dans le secteur privé en Chine. Donc c'est pas rien quand même, les amis. Voilà. Donc et enfin, dernière petite information, là je vais aller sur Twitter pour vous la montrer. C'est notamment, dernière information, dans le Edo Farina XRP, bon, voilà. C'est justement l'agrandissement du BRICS, enfin des BRICS plutôt, qui a été effectif, hein, depuis aujourd'hui. L'annonce a été faite aujourd'hui. Donc je rappelle que les BRICS, à la base, c'est une coalition qui est formée par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, hein, comme vous voyez en orange là sur la carte. Et aujourd'hui, ils ont annoncé qu'ils étendaient leur coalition à plusieurs pays, 6 pays pour être exact en plus, notamment l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Et donc là, quand vous regardez cette carte, vous comprenez quoi? Bah, en fait, l'Occident, nous, on est mal là. Là, on est. Enfin, je ne vais pas dire de gros mots, mais on est vraiment dans la mouise. Pourquoi? Parce que quand vous voyez cette carte-là, bien, qui c'est qui a rejoint les membres du BRICS? Donc, déjà opposés, hein, officiellement à l'Occident, clairement. Eh bien, c'est beaucoup de producteurs de pétrole, notamment donc l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, j'en parle même pas, l'Éthiopie, peut-être pourquoi pas, et l'Égypte. Enfin, donc là, on voit que 80% désormais de la production mondiale de pétrole est contrôlée directement dans les mains des membres du BRICS, des BRICS, qui sont en opposition, hein, officielle contre l'Occident.
Vous voyez, l'Occident est là et n'a rien à voir avec le BRICS. Donc là, on est en train tout simplement d'assister à un basculement du monde. Et je trouve que sur les marchés financiers, sur l'aspect géopolitique, ça va très bien dans la période de déstabilisation, tout simplement, que nous sommes en train de soupçonner, hein. Clairement, entre le secteur immobilier chinois qui est en train de s'effondrer, la dédollarisation qui est en cours. Bon, voilà, donc il y a vraiment faut être vigilant, quoi. Après, qu'est-ce qui va se passer exactement? On ne sait rien, on ne sait pas. Mais il faut rester vigilant parce qu'on voit bien qu'il y a une déstabilisation de plus en plus forte des modèles, euh, on va dire, qui étaient valables jusqu'à aujourd'hui, hein, jusqu'à récemment, et qui sont en train d'être totalement bouleversés sur le plan mondial. Et notamment, je pense au pétrole. Forcément, hein, parce que là, on voit qu'il va y avoir de plus en plus de pression, imagine, pour l'Occident sur le pétrole. Donc, heureusement que les États-Unis produisent beaucoup de pétrole, parce que sinon, on serait vraiment, vraiment dans la mouise. Bon les amis, bon ce sera tout pour aujourd'hui, cette actualité crypto, donc numéro 38. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner également à la chaîne pour voir plus d'abonnés, ça fait toujours plaisir de voir plus d'abonnés. Et puis sinon, moi je vous invite à passer une bonne journée, je vous dis à la prochaine, je vous fais la bise, ciao.